Guten Tag und willkommen zu Nomadisme expérimental. Jerry Lauzon ici, et oui, ça va être mon exposé sur les vannes Volkswagen, plus précisément Combi, Minibus, Westphalia. Il y a une fascination pour ce véhicule-là. Mon vidéo ne s'adresse pas à ceux qui ont, et celles, qui ont de la graisse de cardan tatouée jusqu'au coude, là. C'est surtout pour les jeunes qui ne connaissent pas ça et qui veulent s'embarquer là-dedans. Tu sais, les jeunes là, qui ont une Civic ou une Yaris qui part à tous les matins juste à cause de l'essence, qui ne pensent même pas au changement d'huile. C'est quoi ça de l'huile? Oui, ben, ceux et celles qui veulent s'embarquer dans une Westphalia vintage, attachez votre sucre parce que c'est pas facile comme un Yaris. Ça part pas tout le temps. Enfin, on va aller en détail dans le sujet. Je vais tout couvrir l'historique et les origines du véhicule, son impact dans la culture, qu'est-ce que ça implique d'en avoir un et est-ce que c'est encore relatif aujourd'hui? Sont-elles encore populaires? On y va. Notre histoire commence par un petit crétin à moustache, pas de talent, qui s'est fait refuser l'entrée à l'école des arts de Vienne en Autriche. Il a alors décidé de partir une carrière d'écrivain pour ensuite aller en politique et se faire élire chancelier de l'Allemagne. L'Allemagne qui était complètement dévastée économiquement suite à l'armistice de la Première Guerre mondiale en 1918. L'économie était complètement à terre. Le Parti national-socialiste va mettre en place plusieurs programmes d'infrastructure et gouvernementaux pour relancer l'économie, remettre de l'argent en circulation. Un des projets d'ailleurs que tout le monde connaît, ça s'appelle l'Autobahn. Il y avait une raison militaire derrière ça, mais il y avait aussi, vu que c'est une infrastructure, ben, ça fait rouler l'économie et aussi ça aidait grandement les déplacements. Et les déplacements, ben, les voitures à l'époque, c'était des choses dispendieuses et notre ami a eu une excellente idée. Hey, pourquoi pas faire une voiture que tout le monde peut se permettre? Alors, il approche M. Ferdinand Porsche pour créer cette bagnole et M. Porsche va s'inspirer d'un véhicule tchèque qui s'appelle la Tatra. La Tatra, fouillez ça sur Google, c'est vraiment intéressant. Ça ressemble à une grosse Beetle parce que le moteur est en arrière refroidi à l'air. Par contre, ça a 4 cylindres et 2 portes de plus. C'est bien spécial. Alors, le docteur Porsche, c'est le docteur ou le professeur, je ne me rappelle jamais. Enfin, M. Porsche lance la production en 1936 de la première Volkswagen qui s'appelle la Type 1. OK, je me corrige avant qu'on me le mette sur le nez parce que ça va arriver. Alors, la production commence en 1938. Par contre, elle est grandement ralentie parce que notre cher monsieur a d'autres projets comme mettre l'Europe à feu et à sang, faire un génocide systémique. Et donc, la production va plus vers des équipements de guerre. Exemple, le Kübelwagen, qui plus tard, dans le marché civil, va se faire vendre comme La Chose ou The Thing. C'est basé là-dessus. Mais en tout, c'est la même audite affaire que la Volkswagen. C'est le moteur à plat, 4 cylindres refroidi à l'air à l'arrière. Et ça va être sur ce même layout-là. À la fin de la guerre, en 1945, les Alliés vont essayer de se repayer à certains niveaux pendant qu'ils occupent l'Allemagne et vont offrir à un certain Henri l'usine dévastée de Volkswagen pour y donner. Puis finalement, Henri regarde ça puis il se dit, ben c'est de la merde, là, ils peuvent le garder, j'en veux pas. Alors, ben, les employés qui restent vont repartir la production de la coccinelle qui s'appelait le Type 1, parce que c'était le premier véhicule de Volkswagen. Et en 1950, là, c'est là que ça commence à nous intéresser, viennent avec l'idée de fabriquer une vanne, un fourgon, basé sur le châssis de la Beetle, mais rallongé. Alors, c'est la même suspension, même moteur de transmission à l'arrière, avec ses 25 chevaux. Et un an plus tard, il y a une compagnie en Bavière qui s'appelle Westphalia qui va commencer des conversions de campeurs sur ces véhicules-là. En 1961, Westphalia va officiellement s'associer avec Volkswagen pour l'offrir via ses concessionnaires. Et ça continue de même jusqu'en 1969, là où on passe à l'autre modèle. Alors, en 1969, Volkswagen développe la Type 2 T2, T pour transporteur. C'est la version qui ressemble à une grosse boîte à pain, celle qui est entre la plus vieille et la version carrée. Ce modèle-là va être fabriqué, je crois, regardez mes notes ici, oui, va être fabriqué au Brésil jusqu'en 2013. Et la puissance passe de 25 chevaux à 50 chevaux. Il n'est pas difficile à reconnaître, il y en a encore plusieurs. C'est sûr que le modèle avant est plus prisé par certains, mais celui-là, c'est comme entre les deux, il y en a eu pas mal.
Ensuite, en 1980, non, en 1979, on passe au T3, ou ce qu'on appelait au Québec le Vanagon. Ça, c'est la version carrée, qui, jusqu'en 1983, va garder son moteur refroidi à l'air. Ça veut dire qu'il n'y a pas de radiateur. Il n'y a pas d'antigel qui circule. D'ailleurs, quand j'étais jeune, souvent on voyait ça sur le bord de la route, une Volkswagen passer au feu parce que les gens mettaient une fournaise, une chaufferette à l'essence. Et souvent, les connexions de Nalus, puis là, ben, fuite d'essence, puis paf, le char pogne en feu. Mais en 82-83, Volkswagen décide de refroidir son moteur avec de l'antigel, donc place un radiateur à l'avant. Euh, Ces véhicules-là avaient un petit surnom par certains qu'ils l'appelaient le Wasserlicker. Parce que, rappelez-vous, le moteur est en arrière, le radiateur est en avant. Donc, il doit avoir une entrée et un retour. C'est un petit 4 cylindres comme un Civic, là, ben, ta hausse qui amène l'eau au radiateur puis qui la ramène, mais t'as quoi? De même maximum, même pas. Mais là, ça part devant du char jusqu'en arrière. Donc, plus c'est long, plus il y a de potentiel que ça lâche. Alors, ça a été la dernière version qui a duré jusqu'en 1990. Et après ça, en 91, on a passé au T4. Mais là, c'est une version là, basée sur les véhicules existants, là, Golf, Jetta, etc. Puis c'est pas de ça qu'on parle aujourd'hui. Ça, c'est un autre bête. Ces véhicules, là je parle et de la coccinelle et du boss, ont eu un impact culturel dans les années 60. Juste le nombre de véhicules qui ont été fabriqués, on pense à la coccinelle que production totale à la fin au Mexique en 2003, on parlait de au-dessus de 21 millions d'exemplaires de la coccinelle. Ça, c'est plus que la modalité de M. Henry de tantôt. Il y a eu des films, d'ailleurs, Disney a fait je ne sais pas combien de films avec la coccinelle, juste à penser à ça. Mais au niveau du boss, parce qu'ici au Québec, on appelle ça un boss, ou une Westphalia ou un West, euh, c'était des véhicules à l'époque, dans les années 60, très, très, très abordables. Pourquoi? Ben, dans ce temps-là, la plupart des gens, c'était des gens de GM, Ford ou Chrysler. Si surtout si tu achetais une bagnole européenne, ben là, tu étais tagué comme un communiste. Fait que ces véhicules-là n'avaient pas vraiment de valeur après-vente ou dans le marché de l'usager. Donc, très peu dispendieux et aussi coûtait pas cher d'essence. Enfin, on se compare avec des véhicules d'époque qui faisaient du genre 30-35 litres au 100. À 17 litres au 100, c'était vraiment pas cher. Alors, il y a plein de gens qui ont acheté ces véhicules-là puis qui ont vécu le hippie lifestyle. Et c'est devenu, malgré ses origines, le symbole du peace and love. Si on parle Volkswagen, on parle de communauté. Et il y a des communautés séparées. Autant dans les Volkswagen modernes, on parle de tout ce qui est euh, Volkswagen Rabbit en montant jusqu'à aujourd'hui, sous ce qu'on appelle les refroidis à l'eau. Il y a dans la culture de voiture, les gens de Vaux, c'est les gens à part. Il y a toujours un mouvement Vaux. Et au niveau de la van life, les gens qui se promènent avec des Westphalia, c'est les précurseurs de la van life. Parce que les autres faisaient de la van life avant même que ça devienne quelque chose. Ils se promenaient, ils faisaient ce qu'on fait aujourd'hui, même avant les tripeux de van américaines là, des années 70-80. Même avant eux autres, il y avait des gens qui partaient en campeur Westphalia pour voyager. Écoutez, je suis sûr parmi certains d'entre vous sont intéressés par le sujet parce que ils ont des histoires de grands-parents qui ont acheté une van Vaux qui ne coûtait rien et qui ont fait genre l'Amérique du Sud ou l'Afrique ou l'Europe ou peu importe. Parce que c'était des véhicules qui étaient distribués à travers le monde. Donc, les pièces et les services étaient quand même assez faciles. Et comme je disais, le véhicule n'était pas dispendieux. Alors, ici au Québec, apparemment, je n'ai pas trouvé la source, mais j'ai entendu dire que dans le monde, au niveau des Westphalia per capita, c'est au Québec où il y en a le plus. Alors, il y a une très solide communauté qui existe depuis longtemps. On parle pas juste d'entraide entre propriétaires, mais je parle de mécanos spécialisés. Les mécaniciens spécialisés en Volkswagen de cette époque-là, ils ont toujours de l'ouvrage. Ils ne vont jamais en manquer parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Et c'est quelque chose de très spécialisé. Au niveau des pièces, si tu as un Westphalia, il faut que tu aies un inventaire de pièces de rechange. Il y a des choses qui cassent souvent qu'il faut remplacer souvent. Alors, au lieu d'être pris au milieu de nulle part puis attendre les pièces via Purelator peut-être pendant une semaine,
ben, de l'avoir à bord, ça aide beaucoup, surtout les petites affaires pas dispendieuses et qui se changent facilement. La communauté a évolué dans le temps. Il était à une époque, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais il est arrivé avec un Vanagon à refroidir à l'eau ou, pire encore, une 91 en montant, un Eurovan, tu te faisais virer de bord parce que tu n'étais pas un vrai euh, Westphalieux. C'est à voir. Je ne sais pas, je ne fréquente pas ces milieux-là. Je les croise à l'occasion dans des rassemblements. Ça a l'air à s'être normalisé. Mais avec le temps, les choses évoluent. Parce que si on regarde Hagerty, qui, eux, assure des véhicules classiques, ils ont des données et on voit que les boomers et les Gen X qui se partagent à 50-50 la propriété de ces véhicules-là commencent tranquillement pas vite à se faire remplacer par des milléniaux et ça commence là, des Gen Z, probablement à tout que je suis en train de parler. Là. Fait que ces véhicules-là vont toujours être là. Puis comment je le sais? Hey, juste regarder les vidéos d'épaves qui sortent d'une forêt. Il y a un arbre au travers, puis ils vont le sortir, ils vont le refaire partir, puis ils vont se promener avec. J'en ai vu une sortir du fond d'un lac, ça faisait 40 ans dans le fond du lac. Il n'y a plus rien en dessous. Là. Ils l'ont retapé pareil pour le remettre sur la route, puis ils roulent avec. C'est vraiment quelque chose d'incroyable. Et les pièces sont disponibles, comme je vous ai dit tantôt. Ils ont fabriqué au Brésil, au Mexique pendant longtemps. Alors, il y a encore des pièces de rechange. Et apparemment, Volkswagen aussi commence à réoffrir les pièces pour ces véhicules-là, mais à prix d'or. Attendez-vous à ça. Donc, si tu n'as pas encore fermé la vidéo et partir à courir en pleurant, puis que tu t'intéresses toujours à avoir un véhicule comme ça, ben, il faut s'attendre à quoi? Premièrement, le constat qu'il faut faire, c'est que ce sont des véhicules qui ont entre 74 et 34 ans. Prends ça en note. Euh, Si tu ne connais pas la mécanique, ben, faut que tu aies beaucoup d'argent ou du plastique pour garocher au problème et connaître quelqu'un qui est prêt à faire la job. Ou ça devient une occasion d'apprendre des nouveaux skills, d'apprendre comment être un mécanicien de véhicule, parce que c'est pas un mauvais véhicule pour apprendre, parce que c'est très de base. C'est pas complexe. Il n'y a pas d'OBS, il n'y a pas d'ordinateur là-dedans. Il n'y a rien de ça. Par contre, un copain me dit qu'il y en a déjà eu une, qu'il y avait son livre, parce que oui, tu peux avoir le livre de comment réparer ton Volkswagen. Puis il dit, le trois quarts des affaires là-dedans disait, première étape, sortir le moteur. Ça peut avoir l'air intimidant, mais apparemment, en tout cas, de ce que j'ai vu des vidéos, c'est pas compliqué de sortir un moteur de Volkswagen. Il faut juste que peut-être tu le fasses souvent. D'ailleurs, quelqu'un qui a fait Terre de Feu jusqu'en Alaska, il a acheté ça parce qu'il se faisait dire ah, c'est facile d'entretien, mais il ne savait pas qu'il fallait que je sorte le moteur tant de fois que ça. Je pense qu'il l'a sorti 10 fois puis il l'a changé 2 fois. C'est spécial un moteur en 4 couchés, là, refroidi à l'air, mais c'est ça. Euh, comme je disais tantôt, les pièces sont encore disponibles. Même si tu n'en pas un tout pourri, les pièces de carrosserie, mais ça se rachète, tu peux le refaire au complet. Euh, et ça demande une attention constante. Si tes fesses te disent de quoi ou tu entends un rattle ou quelque chose qui n'était pas là avant, essaie de figurer c'est quoi parce que ça va peut-être amener à quelque chose de pire. Tu ne peux pas ignorer ça. Comme je disais au début, c'est pas comme un Yaris. Tu ne peux pas juste tourner la clé puis il arrive des affaires là, enquête. Figure c'est quoi. Le plus par contre, c'est que ces véhicules-là, quand même, tendent à garder leur valeur. Regarde, tu vas te trouver un épave, là, tu vas payer 1500. J'en ai même vu à 14 000. C'est un épave, là, genre pas de papier, dû pour une inspection, tout croche. Là. Et dans le top du top, ben, on parle au-dessus de 100 000 là, pour des exemplaires très rares et de collection, comme la première génération avec 24 vitres. Après, tu en trouves un, mint, là, tu ne paieras pas ça 10 000 c'est sûr. Fait que, il y a des chances que tu vas acheter ou investir l'argent dedans, tu vas en profiter. Puis quand tu vas le revendre, un, tu n'auras pas de misère à le revendre, puis deux, tu devrais avoir quand même un bon montant, quelque chose d'assez intéressant. Mais, comme dit Jay Leno, si tu restaures un véhicule, puis que tu le revends, puis que tu fais de l'argent, c'est parce que tu ne l'as pas bien restauré. Gardez ça en tête. Parce que domper de l'argent dans un véhicule, même un Américain qu'on sait qui est quand même fiable, ça monte vite en tabarouette. Je le sais pour l'avoir fait. Bon, si t'es pas un jeune, t'en as déjà une, tu es encore dans la vidéo, là tu t'attends, ok, lui il a des préjugés contre les Vaux. Je base mes choses sur des faits.
Premièrement, ben là, on va parler de fiabilité. Il faut prendre en considération la première affaire, c'est un vieux véhicule. Même si tout est refait, c'est impossible qu'il ait été refait au complet dans l'avant et l'arrière. Si tu en as trouvé un, que c'était fait de même, il va coûter la totale. Puis même neuf, j'ai un chum qui en a acheté un flambant neuf en 1988 et il retournait au garage toutes les fois puis il n'en revenait pas. Au bout de 2 ans, il s'est écœuré puis il a acheté un Ford Econoline flambant neuf en 1990 et à ce jour, ben, il l'a encore. Fait que, mais c'est sûr, quand tu es prêt à mettre de l'argent dedans et l'entretenir puis t'en prendre soin, c'est sûr que ça peut durer longtemps comme n'importe quel autre véhicule. Mais ça dépend toujours avec quoi tu commences. Tu commences avec un projet ou tu commences avec quelque chose qui est clé en main. Puis encore là, clé en main, faut que tu le fasses inspecter par quelqu'un qui connaît ça, pas n'importe qui. Il y a aussi possibilité de, en tout cas on l'a vu, des gens qui font des conversions avec des moteurs modernes. Exemple, un moteur de Subaru. J'ai même vu un moteur de Ford Escort, puis il y a un WR6 mis là-dedans. Ça, si tu achètes ça, puis c'est pas toi qui as fait cette conversion-là, l'idéal, ce serait de cloner le mécanicien qui a fait la job puis qu'il soit dans la vanne avec tout le temps. Parce que quand tu vas faire réparer ça, ben, il faut que tu vois la personne qui l'a fait ou quelqu'un qui fait des conversions. Fait que c'est encore plus rare que quelqu'un qui va entretenir un moteur d'origine. L'autre affaire à prendre en considération, c'est que tu mets un moteur de Subaru qui développe 180 chevaux et ben, il est mis après la même transmission qui était faite pour endurer genre maximum 70 chevaux. À prendre en considération, ça avait. Euh, J'en ai parlé tantôt, l'entretien systémique. Écoutez, avoir un Westphalia de cette époque-là et faire de la van life, ben c'est deux aventures. Le véhicule est une aventure et partir en van life, c'est l'aventure. Si vous avez, si quelqu'un est très anxieux, embarquez-vous pas là-dedans. Mais si vous voulez vivre l'aventure, puis parce que quand il arrive des pépins, veut pas, on vit d'autres expériences, puis des fois, il y a des expériences positives qui viennent avec ça. Fait que c'est à vous de décider si vous voulez vous embarquer dans deux aventures. En conclusion, est-ce que moi j'achèterais un West? Je vais être franc avec vous autres, j'y ai pensé. Pourquoi? Faut l'admettre, faut pas se le cacher. C'est cool un West. C'est vraiment cool, ça, je leur donne ça. Côté cool, 10 sur 10. Tu vas toujours avoir des gens qui vont venir te voir, hey, c'est donc bien cool, puis le char est cool, c'est vraiment tout ce qui entoure, l'histoire qui vient avec. C'est iconique. C'est un icône. Puis ça, je ne peux pas y enlever. Je suis 100% d'accord avec ça. Il n'y a rien qui bat un vieux Westphalia ou même un minibus. Là. Même ceux qui ne sont pas campeurs mais qui sont aménagés par après. C'est cool, un vieux Vaux. Point à la ligne. Par contre, j'ai déjà donné 2 fois au dieu Das Auto. C'était-tu des moteurs refroidis à l'air? Non. Mais c'était j'ai eu une Volkswagen Rabbit 79 et j'ai eu une Volkswagen Jetta 1984. Des véhicules que j'ai adoré conduire, que j'ai eu du fun à conduire. Il n'y a rien à date, à ce jour, qui accote le fun que j'ai eu avec ces chars-là, à conduire. Quand ça cassait, my God! Puis ça cassait souvent. Pas autant que ma Fiat, là, mais quand même. C'était. Mais là, il faut vous mettre en contexte. Moi, je sors d'une époque où on avait des vieux chars américains avec des gros moteurs. Il n'était pas tuable. Pourquoi il n'était pas tuable? Parce qu'il développait 170 chevaux sur un V8 qui peut en produire au-dessus de 800. Là, que ça ne meurt jamais, ces affaires-là. Mais c'est quand même. Il y a vraiment un aura autour de ces véhicules-là. Alors, c'était la vidéo. Je ne voulais pas dénigrer le véhicule, je ne veux pas vous décourager. C'est que si vous voulez vous embarquer là-dedans, je voulais que vous fassiez un choix éduqué. Et mon vidéo, c'est pas la dernière sommité sur ce sujet-là. Allez fouiller, parlez à des gens qui en ont, parlez à des gens qui en ont eu avant de vous embarquer. Allez pas acheter de quoi sur un coup de cœur. Faites-le inspecter par quelqu'un qui connaît ça. Si vous voulez vous embarquer dans un projet, puis que vous avez la place, puis le temps pour le faire, en avant de vous autres, hey, go! Ça va être une expérience incroyable, puis vous allez sortir de ce projet-là avec un super de beau véhicule et des connaissances que vous n'aviez pas avant. Alors sur ce, bonne route, j'espère que vous avez trouvé ça intéressant. En tout cas, ça m'a fait plaisir de vous le monter. Et à la prochaine, bye!
Dernière chose à prendre en considération, c'est la sécurité en cas de collision. Ta Civic ou ta Yaris, tout le devant est fait pour s'écraser, puis tout arrête à la cabine où ce que tes jambes se trouvent. Et rarement, même à 100 km/h et plus, que les dommages vont atteindre le compartiment des gens à bord. Dans un vieux West, les 3 générations, entre tes jambes et une collision frontale potentielle, voici ce qu'il y a. Une plaque de tôle. C'est tout. Ça va, chose à prendre en considération. Alors, remarque, ça va pas vite un West. Faut pas que tu sois pressé.